on- Voilà. Et puis on super, recoupera. merci Tony. Et nous mettrons à disposition l'enregistrement sur le forum du club EBIOS. Si le forum se prête à ce type de stockage, on verra ça en dehors de la réunion. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous de vous être connectés ce matin. Nous avons la chance de reprendre, grâce au Club EBIOS, notre série de retours d'expérience de l'utilisation de la méthode à l'aide d'un outil labellisé ou en cours de labellisation. En tout cas, pour All4Tech, la labellisation ne fait plus de doute depuis maintenant 12-18 mois, je crois. Un petit peu plus que ça. Un petit Un peu peu plus que plus, ouais. ça. Ouais, tout à fait. Et donc, c'est désormais un produit qui est tout à fait à l'état de l'art du dispositif méthodologique mis en place par le Club EBIOS avec l'appui de l'ANSSI. Je vous propose de profiter de ce retour d'expérience All4Tech. Et pour cela, je donne la main à l'équipe All4Tech. Merci beaucoup, François. Eh ben, je vais passer la main à Cyril. Tu as les droits pour partager, Cyril. Je t'en Oui, prie. d'accord. Bonjour à tous. Hop. Donc, est-ce que j'ai lancé le partage? Est-ce que tout le monde voit mon écran du coup? Alors oui, tout à fait, on voit ton PowerPoint. Ok. Du coup, je vais commencer par me présenter. Donc, Cyril Fromanger, moi, je suis consultant en cybersécurité chez Capgemini et je suis responsable du pôle conseil gouvernance sur la région ouest, donc du côté de Nantes et toute la région, donc jusqu'à Normandie et en descendant un peu avant Bordeaux. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du retour d'expérience sur la méthode EBIOS-CRM et l'outillage donc du coup All4Tech. Et je vais vous présenter tout ça. N'hésitez pas à m'interrompre pendant la présentation si vous avez d'éventuelles questions ou d'éventuelles choses à partager. Donc, au niveau de la présentation aujourd'hui, on va resituer un petit peu le contexte dans lequel nous, Capgemini, on utilise cette solution et à quel moment on utilise EBIOS-CRM aussi. Quelques réflexions autour de la méthode, pourquoi on a sélectionné du coup Agile Risk Manager pour effectuer nos prestations d'analyse de risque et des pistes d'amélioration dans un quatrième temps pour la partie Agile Risk Manager et enfin la conclusion. Donc, le contexte dans lequel aujourd'hui on accompagne nos différents clients, donc c'est à travers des prestations, donc essentiellement d'analyse de risque ou dans le cadre aussi d'homologation. Donc, on intervient chez différents types de clients, ça va de l'OIV jusqu'au grand ministère, et on les aide du coup dans ces dossiers à réaliser des analyses de risque. Donc, c'est des clients qui sont aujourd'hui de toute taille et de tout horizon, avec des niveaux de maturité qui vont en très faibles jusqu'à des clients qui sont très, très matures. Donc, sur la petite réflexion, donc avant la sortie de la méthode, fin 2018, début 2019, on utilisait essentiellement EBIOS 2010. Et du coup, on suivait la méthodologie EBIOS 2010 avec l'ensemble des risques intitulés dans un fichier Excel avec le suivi. L'avantage de EBIOS CRM à son arrivée, c'est ce qui nous a paru intéressant, c'était le focus sur les risques intentionnels et cyber. Et d'un côté, ça a beaucoup plu à certains clients, puisque quand on fonctionne en mode forfait, avec différents clients qui ont l'habitude de voir différents intervenants, sur EBIOS 2010, ils trouvaient ça un peu réverbatif, où à chaque fois, les consultants reprenaient l'ensemble des risques environnementaux qui pouvaient concerner leur data center, par exemple, et ça faisait souvent des redites. Alors que là, arriver avec cette méthodologie et tout de suite faire un focus spécifique sur une application spécifique en ciblant les risques cyber, ça renouvelle un peu l'approche et ils trouvaient ça très intéressant.
De plus, les ateliers 3 et 4 permettent d'enrichir énormément les analyses de risque, puisque l'élaboration de scénarios stratégiques a lieu à l'atelier 3 et de scénarios opérationnels à l'atelier 4 donne un côté très enrichissant et permettent de descendre à un niveau de granularité assez bas, du coup, pour représenter des attaques potentielles qui pourraient survenir sur le SI ou sur l'application. Et ce qui est très intéressant auprès des clients et qui est appuyé un peu, on verra par la suite, grâce à l'outillage, c'est la partie itérative. Pas dans le sens où du coup, BIOS 2010 ne permettait pas de le faire, mais à mon sens, aujourd'hui, cette itération est facilitée par l'outillage, puisque le fait d'avoir les analyses de risque sur un outil tel que Agile Risk Manager permet de faciliter du coup la reprise d'une analyse de risque et de la faire vivre dans le temps, ce qui est plus simple que du coup d'avoir ça sur un fichier Excel ou un rapport au format Word qui va dormir dans un coin et rester comme ça pendant des années sans forcément être mis à jour. Concernant les quelques difficultés qu'on a pu retrouver pour jouer la méthode, donc ce qui peut être compliqué de jouer la méthode, c'est en phase amont d'un projet, quand on est en phase de cadrage. Quand on n'a pas forcément beaucoup d'informations, ça peut manquer un peu de flexibilité. Notamment, j'entends ici, on est vraiment en très haut niveau. Donc, on peut réaliser une analyse de risque sans avoir forcément d'informations concrètes sur quelle technologie ça va reposer. Donc, c'est vraiment une phase complète de conception. Et ce qui peut, du coup, faire un peu partir dans tous les sens et rencontrer aussi quelques difficultés puisque aujourd'hui, si on suit la méthode, l'atelier 4 permet de définir la vraisemblance, mais sans architecture ou socle sur lequel se reposer, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on a fonctionné en partant sur cette partie cadrage, sur une échelle d'occurrence qui est appréciée avec nos clients. Et du coup, ça reste un peu relatif. C'est particulièrement intéressant ce que tu évoques, parce que tu pourras éventuellement profiter de la démarche Obérisque que Thales a mis au point pour intégrer des jalons des BIOS Risk Manager dans le cycle de vie. Et en effet, ton retour d'expérience corrobore en fait le besoin de bien délimiter l'atelier ou les différents ateliers de la démarche chez BIOS Risk Manager au regard de l'information disponible à un stade donné du cycle de vie. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc du coup, pour reprendre, c'est ce qui était un peu compliqué en phase de cadrage. Et après, bon, on retrouve aussi certaines problématiques auprès de nos clients sur la partie itérative. Et ce qu'on peut s'apercevoir aussi, c'est que certains clients ont un peu de mal à voir qu'une méthode n'est pas forcément exhaustive et aussi qu'on n'aborde pas potentiellement les risques liés à l'environnement. Donc, parfois, il nous est demandé d'ajouter des risques, des sources de risques environnementales, ce qui fait que on jongle un petit peu puisque il n'y aura pas de scénario opérationnel possible à définir avec des risques de type environnementaux. C'est plus compliqué. Et enfin, la dernière partie où potentiellement on peut rencontrer des problématiques, c'est sur l'élaboration du socle de sécurité. Donc, d'un côté, si on tombe chez un client qui n'a pas forcément un niveau de maturité très élevé, on va se lancer dans une construction de socle. Donc, nous, en règle générale, ce qu'on propose, c'est de rester sur des référentiels type guide d'hygiène de l'ANSI ou l'annexe A de la norme ISO 27001. Ce qui reste potentiellement gérable pour les clients à faible maturité. Et côté client avec une très forte maturité, là, c'est plutôt contenir et avoir un stock de sécurité qui soit cohérent, puisqu'on peut très vite arriver avec un certain nombre de mesures de sécurité qui explosent. Et par expérience, je me suis déjà retrouvé avec des socles imposés par des clients où on avait plus de 700 mesures et du coup, ça devient difficilement lisible à présenter et à suivre au cours du temps.
Petit élément d'actualité sur les socles 27001, 27002. La nouvelle 27002 est parue en février 2022 et la mise à jour de la 27001 qui fait suite à cette parution est prévue en automne 2022. Tout à fait. On a déjà acquis, de mon côté, commencé à travailler sur la nouvelle norme 27002. Alors, j'ai une petite question, Cyril, de Oui. mon côté, sur la complexité, là, sur le socle de sécurité. Comment vous gérez concrètement? Quand tu te retrouves avec 700 mesures de sécurité ou exigences dans un socle Alors, imposé par le client, comment vous moi, traitez ça? ce que je propose, c'est de partir sur des mesures qui sont simples et qui sont potentiellement applicables rapidement. Surtout que quand tu interviens dans le cadre d'une homologation, typiquement, ton homologation, elle est prononcée pour un certain temps. En règle générale, si on prend la moyenne, c'est 3 ans. Ce qui fait que si tu as un socle qui est relativement important et qui n'est pas forcément complètement 100% appliqué, ça va être compliqué de mettre en œuvre des mesures de sécurité qui vont dépasser dont la complexité va demander en fait un temps d'application supérieur à la durée de l'homologation. Donc, dans un premier temps, ce que je conseille, moi, c'est de mettre en place des mesures, des sortes de quick wins qui vont sécuriser le SI rapidement ou l'application et ensuite, par la suite, réfléchir à ajouter des mesures à plus ou moins moyen terme qui seront applicables dans la durée de vie du SI. Et les mesures qui sont vraiment trop contraignantes, puisqu'aujourd'hui, on peut intervenir chez des clients, par exemple, qui ont un SI complètement à plat et qui nécessiteraient la mise en place de mesures de cloisonnement, par exemple, pour les OIV où on demande à cloisonner ensemble des SIV. Si on arrive chez un client qui a le réseau complètement à plat, on sait très bien que la refonte de l'architecture globale de son SI se fera pas en 3 ans. Ça va prendre du temps. Et c'est une mesure à mettre sur le long terme. Donc, du coup, un peu la garder en visibilité. Et c'est une mesure qui se fera avec les évolutions du SI et qui ne se fera pas du jour au lendemain, de par sa complexité d'implémentation et du coup, le coût aussi qu'elle engendre. Ok, merci. Donc, à l'époque de la sortie des BioCRM, donc en 2019, comment on fonctionnait, on a réalisé quelques analyses de risque au format, avec la méthodologie BioCRM, avec des Excel, des PowerPoint. On a repris les graphiques en visio. Donc, c'était assez compliqué et ça faisait relativement usine à gaz pour dérouler. Donc, ça cassait un peu la dynamique des ateliers, les comptes rendus étaient limités. La mise en forme aussi, c'était un peu dur. Sous Visio, reprendre les graphiques, ça nous a pris un certain temps à les créer également. Et puis, pour les maintenir à jour, c'est moins simple à travers l'outil. Donc, ça nous a orienté en interne à chercher une solution d'outillage. Et notre choix s'est porté sur Agile Risk Manager. Donc, les bénéfices d'Agile Risk, ce qu'on a aimé sur Agile Risk, c'est sa facilité de déploiement. Aujourd'hui, on partage l'install avec l'ensemble de nos collaborateurs et l'installation se fait rapidement. La prise en main aussi, elle est rapide. La simplicité de l'application, ça nous permet de retrouver rapidement nos petits dans les ateliers et une personne qui n'a pas l'habitude d'utiliser en une demi-journée, une journée, a au moins l'ensemble des éléments pour pouvoir utiliser le logiciel. L'intégration complète de EbioCRM aussi, qui facilite le suivi des ateliers et d'éviter de louper des éléments clés. La facilité aussi pour le cycle de vie, puisque le fait de renseigner ces analyses de risque dans cet outil, ça permet d'y revenir facilement et même en cours d'analyse, de revenir un petit peu en arrière pour ajouter par exemple une source de risque, un événement redouté si au travers de l'étude, on s'aperçoit qu'on aurait manqué quelque chose. L'automatisation des rapports aussi, qui permet après un certain temps de travail d'aller assez loin pour au final avoir un rapport finalisé à presque 99%. L'adaptabilité du logiciel et la production de graphiques aussi qui permet d'avoir une meilleure visibilité et du coup de présenter des choses relativement concrètes
notamment quand on fait des restitutions et qu'on s'adresse à une population un peu moins technique, plus dirigeant, d'avoir une vision concrète des risques auxquels ils s'exposent et des chemins, leur présenter les chemins potentiels d'attaque. Donc pour revenir à la facilité de déploiement, comme je l'ai spécifié au préalable, il suffit d'envoyer l'install du logiciel au collaborateur pour qu'il l'installe sur son poste. Les mises à jour se font aussi facilement, puisqu'il suffit de lancer le logiciel en mode administrateur et d'aller interroger le serveur de dépôt pour voir s'il y a une mise à jour potentielle. Le système de licence flottante aussi, qui est simple d'utilisation et qui permet d'attribuer facilement des licences à l'ensemble des collaborateurs qui disposent du logiciel. Pour l'exploitation, on peut reprendre comme exemple l'ergonomie générale et la simplicité de la solution. On s'y retrouve facilement. Ça ressemble globalement à un format Excel, donc on peut rajouter des lignes assez facilement pour renseigner l'ensemble des éléments, ce qui facilite la prise en main pour les consultants et une utilisation rapide du logiciel. L'avantage aussi, c'est la reprise de la méthodologie. On peut sélectionner tout l'ensemble des ateliers et switcher facilement de l'atelier 1 à l'atelier 5 et ainsi manquer aucun élément de la méthode. Ce qui reste structurant pour les participants et ce qui laisse de la souplesse aussi, puisqu'on peut facilement retourner en arrière si, par exemple, on est à l'atelier 3, mais on s'aperçoit qu'on a oublié quelque chose ou omis quelque chose à l'atelier 2. On peut ainsi le renseigner rapidement en séance. Sachant que nous, du coup, pour pallier aux échanges problématiques, ce qu'on propose à nos clients, c'est de partager notre écran avec le déroulé de l'analyse de risque via All4Tech lorsque nous sommes à distance via Teams ou avec un partage d'écran sur un déport lorsque nous sommes en présentiel, ce qui est beaucoup plus visuel pour l'ensemble de nos clients et puisque l'Excel, ça peut être jouable sur les ateliers 1 et les ateliers 2, mais à partir de l'atelier 3, ça devient relativement compliqué à mettre en œuvre. Donc on retrouve aussi le cycle de vie et le fait d'avoir tout renseigné dans All4Tech, ça permet de faciliter la reprise de l'analyse de risque. Le suivi du PAX aussi est facilité puisqu'on est capable de le renseigner complètement dans le logiciel, ce qui permet de faire un suivi complet de celui-ci. J'ai même certains clients qui aujourd'hui l'utilisent, par exemple, comme le socle de sécurité, c'est la politique de sécurité, ce qui leur permet d'avoir une vision de l'application des mesures de la politique de sécurité de l'organisme. L'automatisation des rapports. Donc, en interne, chez Capgemini, notre équipe a travaillé en collaboration aussi avec All4Tech pour qu'on ait un rapport qui soit généré complètement de A à Z sans aucune retouche. Et donc avec les équipes de Tony, et aujourd'hui on est presque arrivé à c'est pour ça que je disais 95%, puisqu'on est presque arrivé à un rapport totalement généré automatiquement, sans retouche finale dans le Word. Et l'adaptabilité du logiciel, puisqu'on retrouve donc des échelles des ICT, gravité, impact, de niveau de menace, qui sont renseignés par défaut dans le logiciel, mais qu'on peut modifier facilement pour reprendre si chez nos clients, ils ont des échelles existantes, ce qui facilite les modifications. Ça se fait très simplement pour prendre en compte les bonnes échelles. Cyril, dans ta practice de consulting, est-ce que tu as aussi un client qui exige une licence de Agile Risk Manager pour pouvoir exploiter le module d'analyse de risque par la suite? Alors aujourd'hui, on n'a pas nous communiqué de licence auprès de nos clients. En revanche, moi, quand j'arrive en prestation avec nos équipes, on présente la solution Agile Risk Manager, on informe le client qu'on l'utilisera et si notre client est intéressé par cette solution, on le met en contact avec Tony et on l'encourage fortement aussi en fonction de ses besoins, notamment s'il a beaucoup d'analyses de risque à réaliser, à suivre, de s'outiller. Et là, ce qu'on fait donc du coup,
dans une potentielle optique d'outillage, on fournit un export de l'analyse de risque au final, ce qui permet à nos clients d'avoir cet export et le jour où ils décident de s'outiller, de l'importer. Mais on ne met pas de licence à disposition pour le moment, sachant qu'il y a possibilité d'avoir avec l'installation une licence temporaire. Donc, Tony, je ne me souviens plus de combien de jours elle est disponible, la licence temporaire, mais ça permet de travailler un petit moment dessus. Ouais, ça permet de découvrir l'outil et puis de confirmer l'adéquation. En tout cas, chez les clients finaux. Quoi. Question sur le chat. L'interface est-elle disponible en anglais? De mémoire, je ne sais plus, Donc, Tony. Ouais, l'interface, l'outil est disponible en anglais. C'est un switch dans l'interface. Et à la fois, l'outil et la majeure partie des bases de connaissances sont aussi disponibles en anglais. Quoi. On peut passer indifféremment de l'un à l'autre. Il n'y a pas de difficulté. Et quand on reparlait des stocks de sécurité, par exemple aussi, le logiciel de base All4Tech propose un certain nombre de socles de sécurité qui sont exportables au format Excel, ce qui permet aussi de travailler à côté avec et de les importer. Donc, si demain, on n'a pas d'idée de socle de sécurité à soumettre à un client qui n'a pas le niveau de maturité assez élevé, ça nous permet de se baser sur un socle. Au niveau de la représentation graphique, donc on reste conforme à la méthodologie avec des représentations radar, avec les diagrammes et qui nous aussi les chemins d'attaque. Donc ici, on peut voir un scénario opérationnel avec un chemin que prendrait un cybermercenaire pour attaquer du coup la valeur métier administration. La représentation radar est aussi très appréciée des clients puisque ça permet d'avoir une vision rapide de qui potentiellement pourrait créer un danger en fonction de l'endroit où il se situe. Et concernant le suivi des risques, avec le PAX, on peut avoir un suivi. Donc de base, on se base sur on va jusqu'à 18 mois et on switch, donc ça fait 3, 6, 9, 12 et 18, ce qui nous permet d'avoir un suivi de l'évolution de l'ensemble des risques au cours des 18 mois avec l'évolution de la mise en œuvre des mesures de sécurité. Concernant les petits éléments qui sont perfectibles et qui pourraient faire l'objet d'une amélioration donc, au sein d'Agile Risk Manager, ce qu'on a retenu, c'est la partie socle de sécurité, donc les référentiels proposés qui sont en pluriel et pertinents. Leur format qui ne correspond pas forcément au tableau proposé sur AM, et ce qui entraîne des problèmes d'export ou de lisibilité pour la suite de l'étude. Le deuxième point, c'était concernant les exports où la version d'Excel n'était pas forcément en adéquation avec l'Excel qu'on utilisait nous, ce qui créait des problèmes de mise en forme, mais ce souci a été réglé en 2.5.0, comme l'a énoncé Tony. La documentation qui reste un peu sommaire, du coup, qui est peu explicitée, donc pour les personnes qui... Allô Cyril? Allô, allô? qui sont complémentaires. Ce que je trouverais intéressant, moi, de mon côté aussi, c'est d'associer un pourcentage d'avancement sur l'application de la mesure. Aujourd'hui, on est capable de dire si la mesure est appliquée, non appliquée ou en cours. Je sais que certains clients apprécient d'avoir un niveau d'avancement qui peut être plus ou moins relatif à apprécier, mais il y en a qui aiment bien illustrer en se disant telle mesure est appliquée à 25%, 50% ou 80%, même si ça peut être compliqué à apprécier. Et ce qu'on pourrait recommander aussi, c'est ajouter des colonnes supplémentaires d'infos libres qui seraient utilisables pour la génération des rapports. Et ce qui permettrait du coup d'intégrer dans le rapport Word les documents importés dans la base de référence de manière à pouvoir automatiser et les générer à 100%, puisqu'aujourd'hui, du coup, on a encore quelques actions à faire de notre côté pour avoir un rapport qui soit livrable à 100%. Est-ce que vous avez des questions, des choses à partager?
Je laisse l'audience s'exprimer. Est-ce que des personnes lèvent la main? Allez-y, hein, n'hésitez pas, vous avez la parole. Alors moi, j'ai une question très concrète, du coup, très concrète. Le dernier point que tu as remonté dans les choses améliorables, Cyril, c'est que quand vous générez le rapport, ouais, vous aimeriez mettre au bout toutes les pièces jointes qui ont été associées à l'analyse de risque. Hein. C'est ça, je comprends bien? C'est ça, oui. Il me semble que Olivier a dû partager ces éléments avec toi. Ouais, je n'avais pas compris comme ça. Ok, quoi. Ouais, pouvoir sortir le Bah, rapport une seule ouais, fois et pas avoir à c'est réimprimer ça. les autres documents ou les réexporter. Après, on pourra faire un point avec Olivier pour échanger sur cette partie-là, mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser tout le potentiel du logiciel pour, au final, n'avoir, une fois que tu as tout intégré sur Agile Risk Manager, de cliquer sur un bouton et de générer le rapport, puisque l'ensemble des éléments sont renseignés en atelier ou lors des séances de travail en interne et validés en atelier. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'arriver à la fin avec quelque chose de plus simple possible et d'avoir un rapport 100% lisible et exploitable par nos clients. Ouais, de faire disparaître complètement l'effort de documentation. Quoi. Est-ce que vos clients ont exprimé un souhait de disposer d'un livrable en sortie d'ARM capable de prendre en compte aussi le risque accidentel ou environnemental? Alors, ça m'est arrivé une fois sur la partie, sur une analyse de risque en cadrage. Donc, dans ce cadre-là, ce qu'on a réalisé, c'est que sur la partie source de risque, on a mis des risques accidentels ou environnementaux, mais sans événements redoutés, puisqu'ils sont, il n'y a pas peu de possibilités. Enfin, de mon point de vue, c'est compliqué d'associer quelque chose d'un événement redouté sur un risque, par exemple un risque d'inondation volontairement, ça ne se ferait pas. Et ensuite, on a un peu au niveau des ateliers 3 donc, c'était plus quand on était en cadrage, on n'a pas fait de scénario opérationnel, mais lors des scénarios stratégiques, on a repris la source de risque pour aller atteindre la valeur métier en mettant du coup survenue d'une inondation. Et c'est comme ça qu'on l'a représenté pour nos clients. Après, ça m'est arrivé qu'une fois personnellement. J'ai d'autres collègues qui le font régulièrement, mais je n'ai pas eu leur retour avant de construire les salles de présentation. Donc, à l'issue de ta prestation, le client dispose d'un rapport avec l'ensemble des documents en appui. Quand il en a vraiment besoin ou quand son besoin est explicite, il est susceptible de commander une licence supplémentaire d'ARM pour sa propre manipulation de l'information ainsi créée. Est-ce que tu as observé chez les clients une appétence sur un travail en équipe qui conduirait potentiellement à ARM à être disponible en mode serveur avec une interface de type client? Alors, je sais qu'il existe un mode où on peut travailler en mode partagé. Nous, on ne l'utilise pas au sein de Capgemini, mais lorsqu'on en parle à nos clients, on met en avant cette possibilité aussi. Et nous, en interne, on pousse pour justement mettre à disposition une infrastructure, puisqu'aujourd'hui, on peut être plusieurs sur une mission à haut forfait à travailler sur la même analyse de risque. On fonctionne en export et on s'envoie les exports pour chacun avoir le même niveau. Mais il y a une possibilité de travailler en mode communautaire et du coup de partager la même analyse de risque. Et c'est ce qu'on met aussi en avant auprès de nos clients, c'est que chaque personne qui a besoin d'utiliser All4Tech peut avoir le client lourd installé sur son poste, ça ne prend pas trop de place, et du coup de travailler sur un dossier partagé pour partager l'ensemble des analyses de risque. Après, Tony, est-ce que tu as éventuellement toi des pistes aussi ou des remontées sur le travail en mode interface web? Alors, sur le travail en mode interface web, non. Par contre, effectivement, l'application, elle est à 100% collaborative et c'est exactement la même expérience qu'en mono utilisateur. Hein. La seule différence, c'est comme tu le disais à l'instant, en mode mono utilisateur, on a
un dépôt qui est local en mode collaboratif, on a un dépôt qui est partagé, quoi. Voilà. C'est vraiment mais donc, il n'y a pas de difficulté à avoir un fonctionnement client-serveur, si c'est le mode recherché, s'il y a besoin de travailler simultanément sur plusieurs analyses de risque ou de partager les choses, etc. L'application, elle est faite pour ça. Et par ailleurs, le label de l'ANSSI autour des BioCRM couvre aussi ce périmètre-là. Toutes les applications qui sont labellisées au niveau 2 proposent du travail collaboratif. Paul, je t'en prie. Merci Tony, bonjour à tous. Merci beaucoup Cyril pour cette présentation. J'ai une question, c'est basé sur ton retour d'expérience. Comment vous avez fait pour intégrer le socle des différents clients pour lesquels vous avez pu travailler? C'est-à-dire qu'ils ont en général ils sont complètement à différents référentiels, mais ils peuvent aussi avoir une baseline dédiée à leur projet. Comment vous avez fait pour intégrer ça dans vos analyses et notamment faire les imports par exemple? En fait, il y a un gros travail préalable à faire. Pour le meilleur moyen, c'est quand même de travailler sur Excel, sachant que du coup, tu peux exporter n'importe quel élément sur All4Tech au format Excel. Donc, tu peux, par exemple, exporter un socle où tu aurais juste une ligne pour te servir de modèle. Et après, nous, on reprend les documents clients et on renseigne le socle dans Excel avant de l'importer dans le logiciel, ce qui est quand même beaucoup plus rapide que de rentrer ligne par ligne dans All4Tech. Très bien, merci. Pour donner suite à l'interrogation de Paul sur le socle, est-ce que vous avez eu affaire à des cas où des référentiels d'exigence ne sont pas forcément matérialisés par le socle, mais matérialisés par des textes réglementaires? Est-ce que vous avez eu affaire à des souhaits de clients qui vous amènent à représenter un socle et sa mise en œuvre au regard d'un corpus d'exigences réglementaires ou sectorielles? Si on est dans ce cadre-là, on reprend le texte et on partage avec notre client les éléments essentiels. Donc, si on prend une relecture de texte global, on identifie les mesures, ou le paragraphe qui va donner une mesure, et on la représente en une ou deux lignes, en une ligne avec une description éventuellement. Et du coup, après, une fois qu'on l'a mis en place dans l'Excel et validé avec le client, on l'importe dans le All4Tech, ce qui nous permet de s'adapter. Merci beaucoup. D'autres questions? Je vois qu'il y a des éléments de chat. OK. Est-ce que vous avez été amené à exploiter la base de connaissances du MITRE pour élaborer des scénarios opérationnels? Alors, on utilise la base de connaissances. Après, ce que j'aime bien sur les scénarios opérationnels aussi, pour que ce soit plus représentatif pour le client, personnaliser les éléments, en fait, les actions élémentaires. Donc, j'essaie au maximum aussi de les contextualiser. Donc, plutôt que de faire des éléments, des actions élémentaires génériques, par exemple en tapant recherche source ouverte, je pourrais être amené à plutôt identifier le personnel de telle administration sur un réseau social ou quelque chose comme ça, pour que ça soit un peu plus parlant et concret aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément accès au référentiel ou des connaissances sur cette partie. Donc, j'essaie de contextualiser, vulgariser au maximum pour au final reprendre l'idée du référentiel, mais la contextualiser pour le client. Mmh. Ouais, c'est un invariant pratique très, très observable dans plein de contextes, ouais, en effet. Est-ce que vous avez abordé des sujets, projets hébergés ou exécutés dans un environnement cloud, Azure, AWS, GCP, ou dans un contexte un peu plus bureautique, où tu as apprécié le cyber-risque lié à l'usage d'une techno américaine ou chinoise? Ça nous est arrivé, oui, on est sur des hébergements, oui, cloud
pour certains, pour des grandes administrations. Donc, on a parcouru ces éléments aussi. Après, sur particulièrement plus technologique, là, non, ça pour le coup, ça ne nous est pas encore arrivé de prendre en compte le type de technologie utilisée, à savoir si c'était du Cisco ou si c'était du Huawei ou un truc comme ça. De ce côté-là, on s'y est pas penché, non. Est-ce que tu penses que ARM, avec le champ fonctionnel offert aujourd'hui, est capable d'offrir l'environnement d'analyse relativement proche des observations de pentest ou d'observations de scénarios de compromission très proches de la réalité, très proches des biens supports inventoriés? Je pense qu'en fonction du niveau de granularité sur lequel on descend pour la définition des biens en support et du temps aussi, puisque après, il y a une contrainte temporelle aussi. Mais si un client aujourd'hui a du temps et qu'on va, au niveau de la définition des biens en support, on est capable d'aller jusqu'à la version du firmware ou quoi que ce soit, ça permet à l'équipe derrière éventuellement d'identifier des vulnérabilités qui sont parues récemment et de construire des scénarios qui sont plus proches du réel et qui peuvent potentiellement, à mon sens, être mis en œuvre par la suite sur des tests d'intrusion pour voir si un pentester arrive à les jouer. Mais après, on reste limité sur une contrainte temporelle. Et c'est vrai que l'activité et le rythme pour certains organismes, pour qui, si on rentre dans le cadre d'une homologation, des analyses de risque, ils en font X. Je pense que sur certains organismes, on doit être à 10, 15 par mois. Donc, ça peut être compliqué pour certains clients d'aller aussi bas. Mais pour moi, potentiellement, on peut descendre très bas, oui. Et selon ta pratique, avec le recul de pratique, à partir de combien de scénarios opérationnels ou de combien de scénarios stratégiques tu considères une analyse complexe? Alors, sur le nombre de scénarios, ça peut partir. Ce qu'on fait, c'est que nous, on se limite aussi, on reprend la méthode. On se limite à un maximum 10 valeurs métiers et on évite de partir sur trop de scénarios aussi, puisque là, pour moi, comme la méthode n'a pas vocation à être exhaustive, on peut étudier des scénarios. Je pense que si on arrive à 20-25 scénarios, on est déjà sur quelque chose d'assez complexe. Et puis voir le nombre de scénarios qui peuvent être retenus, c'est ce qu'on suggère aussi à nos clients. C'est cette possibilité au sein de Agile Risk de pouvoir cocher ou décocher pour continuer l'étude sur tel ou tel scénario ou sur telle source de risque ou événement redouté. Et même si ça n'apparaît pas du coup dans le rapport final, ou si on décide de le faire apparaître, ça permet par exemple sur une présentation à la direction, de montrer que ces éléments ont été étudiés, pris en compte, mais écartés avec une justification valable. Mais moi, je crois que sur des scénarios, on est peut-être monté à une vingtaine max de scénarios, et ça me semble relativement important déjà juste pour une simple application. Merci beaucoup. Pour information, il y a une nouvelle version de la 27005 et on a une cheville ouvrière de la task force en normalisation, Paul, qui est là, ici, dans l'audience. La nouvelle 27005 va intégrer des principes des BIOS Risk Manager. Est-ce que dans ce cadre-là, tu imagines un effet potentiel de la méthodologie EBIOS Risk Manager dans le cadre de pratique de gestion des risques chez tes clients? Ouais, j'étais pas au courant de cet élément et du coup, pour l'instant, c'est une bonne question. Ouais. En fait, ça risque, potentiellement, c'est influençable, c'est un élément d'influence, c'est clair. En tout cas, avec Agile Risk Manager qui est nativement labellisé EBIOS Risk Manager, on a une conformité avec la prochaine version de la 27005, donc le bénéfice est a priori tangible. Maintenant,
probablement que si les clients ont un contexte d'SMSI certifié 27001 s'appuyant sur un cadre de gestion de risque conforme 27005, il est fort vraisemblable que l'intégration des principes EBIOS Risk Manager qui figurent dans la nouvelle annexe A de la 27005 sera susceptible de renforcer encore un peu plus l'appropriation d'EBIOS Risk Manager au sein des environnements certifiés. Alors, je peux, juste pour compléter sur ce point, j'allais dire d'un point de vue éditeur. Donc, effectivement, sur la mise à jour de la 27005, c'est un sujet qu'on suit de très, très près, notamment parce qu'on a un petit tiers de nos utilisateurs qui sont à l'étranger où le mot EBIOS CRM n'est pas le terme principal, mais qui souhaitent malgré tout utiliser ce type de process. Donc, on est en train de travailler à la construction d'une version de l'application où les concepts ISO 27005, notamment le vocabulaire qui change un peu, etc., seront directement disponibles, quoi. Ça permettra aux gens de faire une analyse de risque en faisant de l'EBIOS CRM et puis de sortir du reporting, soit plutôt orienté ISO 27005, soit plutôt orienté EBIOS CRM en fonction de ce dont ils ont besoin. Voilà. Merci pour ce complément. D'autres questions sur le pont? Alors, je vais poursuivre avec ce que tu as présenté en début, Cyril. C'est une espèce d'équivalent d'atelier 4 pour la phase de cadrage. Est-ce que tu peux développer ce point-là? Du coup, oui, normalement sur l'atelier 4, on est capable de définir des vraisemblances. Donc après, en utilisant la méthode complexe, en donnant une difficulté taux de réalisation et une probabilité, ce qui nous donne une définition de la vraisemblance. Quand on est en phase de cadrage, cet atelier 4, il n'est pas forcément possible à jouer, puisqu'on peut arriver sur le papier en disant aujourd'hui, on va mettre en place un nouveau SI. On sait que le fonctionnement de ces SI, donc, il va permettre, par exemple, de délivrer un service aux usagers. En revanche, on n'est pas capable de définir des biens en support définitifs. Donc, on reste sur des choses génériques avec des équipements en réseau, des serveurs, mais on n'a pas plus d'informations sur les technologies qui vont être mises en œuvre. On peut aussi ne pas avoir l'information fixée sur comment va être géré le SI. Est-ce que le client va faire appel éventuellement à un prestataire ou est-ce que tout va être généré en interne? Donc, il manque énormément d'informations pour pouvoir définir des scénarios opérationnels. Et je me suis un peu basé, il y a un fil de discussion sur le forum du Club EBIOS où il y a un gros échange là-dessus où plusieurs membres ont échangé sur comment calculer la vraisemblance quand on ne joue pas l'atelier 4. Et nous, ce qu'on a un peu travaillé, on avait déjà aussi travaillé sur cette échelle avant. On a constitué une échelle d'occurrence avec du coup une probabilité d'occurrence en fonction d'un temps donné. Et en échangeant avec le RSSI en question, on est parti sur cette échelle d'occurrence pour en définir une vraisemblance. Donc, c'était une échelle sur 4 niveaux, et sachant que du coup, si on considérait que l'occurrence était fort peu probable par exemple sur plus d'une centaine d'années, du coup, le scénario serait peu vraisemblable. Très clair. Donc, finalement, cet équivalent d'atelier 4, c'est en fait une proposition pour finalement ne pas bloquer l'analyse en phase de cadrage et travailler sur une hypothèse de vraisemblance dès la phase de cadrage, en fonction des besoins du contexte. C'est ça? Tout à fait, oui. Et après, ce qu'on suggère, c'est que lors de l'écriture du dossier d'architecture technique avec la fixation des éléments, de reprendre l'analyse de risque et de faire une mise à jour de celle-ci pour qu'elle soit avec une vraisemblance mieux calculée et des risques qui aient un niveau de gravité qui soit beaucoup plus représentatif de ce qui a été fait au préalable. Super. Est-ce que vous êtes arrivé d'utiliser, là pour le coup,
lorsque vous avez des scénarios opérationnels d'un vrai atelier 4 défini, de les utiliser comme cahier des charges d'une supervision de sécurité. Je ne l'ai pas joué actuellement, mais nous, on a une offre Service Manager et c'est une des options qu'on inclut potentiellement auprès de nos clients, du coup, de passer par une analyse de risque et la réalisation notamment de ce scénario 4, enfin, l'atelier 4 pour définir des scénarios pour pouvoir identifier et mettre en œuvre les mesures sur le SOC. Super. Mais à titre personnel, je ne l'ai pas encore joué pour le moment. D'accord. Est-ce que d'autres questions dans notre audience? Oui, Pierre-Marie. Pierre-Marie Allemand, tu as la main. Par contre, on ne t'entend pas. Un peu voix, mais on Oui, t'entend. ça marche. Ok. Je crois qu'il y a toujours un souci de son. Ouais, il y a toujours un souci de son. Pas. Je cherche s'il y a d'autres mains levées. Très bien. Un commentaire sur cet usage et sur l'ensemble de cette activité, Tony, pour All4Tech? Alors, justement, Pierre-Marie, si tu le souhaites, tu peux poser ta question sur le chat. Hein. Si tu n'arrives pas à récupérer le son, ça peut être une bonne manière de faire. Quoi. Merci, Tony. Alors oui, de notre côté, d'abord, un grand merci à Cyril et puis à Capgemini pour ce partage. Hein. C'est toujours très, très intéressant pour nous d'avoir un maximum de feedback de la part de nos utilisateurs. C'est chouette de voir le rapport rentrer en action et puis que l'objectif qu'on s'était fixé au départ, c'est-à-dire d'arriver tout doucement à zéro production documentaire manuelle, est devenu une réalité quasiment. Merci beaucoup pour ça. Et puis, de manière générale, pour toutes les personnes qui sont là et qui ne seraient pas déjà utilisateurs, hein, si le sujet vous intéresse autour d'Agile Risk Manager, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, pouvoir essayer par vous-même, etc., il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. On discutera bien volontiers et puis on partagera un petit peu avec vous tous les feedbacks qu'on a pu aussi avoir par le passé, que ce soit sur la mise en œuvre de la méthode ou sur la mise en œuvre de l'outil. Je vois qu'une deuxième main se lève. Philippe Touron. Tu as la main, Philippe. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Alors, je suis arrivé pas au début de la présentation, donc ça a peut-être été dit, mais est-ce qu'on peut agréger des analyses de risque? Par exemple, si on a plusieurs périmètres que l'on mène en parallèle ou que l'on construit dans le temps, est-ce qu'on peut regrouper des analyses de risque pour factoriser l'ensemble des composants de l'analyse et surtout avoir une vision globale du risque et des plans de traitement? Alors, du coup, Tony, moi, je ne l'ai pas utilisé comme ça, donc potentiellement, je te laisserai la main. Donc la réponse, Philippe, c'est oui. Alors, il y a Agile Risk Manager et en fait, il y a un module dédié à la construction de tableaux de bord et qui s'appelle Agile Risk Board, qui est vraiment, l'idée, c'est de l'agrégation d'analyse de risque. C'est du pilotage pur et dur et vous y récupérez toutes les informations qui sont disponibles dans vos analyses de risque. Et ensuite, on vous donne tous les outils. Hein. C'est un jeu de briques pour construire les tableaux de bord et les partager librement au sein de l'organisation. Voilà. Donc, l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire une démo de cet outil-là, mais grosso modo, imaginez, vous avez toutes les infos qui viennent de toutes vos analyses de risque, vous les agrégez, vous construisez autant de tableaux de bord que vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des tableaux de bord par profil de gens intéressés par les informations que vous souhaitez partager. Et puis, pour le coup, ces tableaux de bord, ensuite, vous les partagez avec tous les acteurs qui sont concernés par le sujet SSI au sein de vos organisations. Ça répond à ta question, Philippe? Ok, merci. Après, voilà, il faut regarder un peu en détail. L'idée, c'est vraiment qu'on a plusieurs périmètres, par exemple, de certification, de pouvoir choisir d'étendre le périmètre et d'agréger
une deuxième partie du SI dans lequel on a déjà fait une analyse de risque pour voir s'il y a des risques qui se réalisent et qu'on voudrait diminuer. Et voilà, il faudrait voir de manière pratique un petit peu comment cette agrégation se passe pour voir si ce genre de cas est faisable. Ouais. Merci. De rien, je t'en prie. Est-ce que Pierre-Marie a récupéré la config de son micro? Ok, eh bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires ou d'interrogations, je vous remercie beaucoup, Capgemini et All4Tech, d'avoir bien voulu vous prêter à l'exercice de ce retour d'expérience. La prochaine séance de retour d'expérience aura lieu le 15 septembre à 10 h. Et vous serez bien sûr bienvenus pour découvrir le retour d'expérience d'un autre éditeur et d'un autre partenaire de cet éditeur qui s'appelle Adasis. Un grand merci à tous pour votre participation. Tony, tu peux mettre fin à l'enregistrement et stocker bien précieusement le fichier MP4 qui en découle. Merci beaucoup, François. Bonne journée à tous. Encore merci, Cyril. À très bientôt. Bonne journée à tous. Merci.